Et du coup, tu vas te couper en fait de plein de rencontres éventuelles. Et en fait, on fait tout ça tout le temps. C'est-à-dire que chaque personne a plein de croyances, plein de trucs qu'il a décidé On a un système de croyances chacun. Et c'est ça qui fait notre réalité. Et donc, on a beau courir derrière les outils, les techniques, les stratégies marketing, etc. Si tu ne règles pas ce problème de croyance, de travailler sur soi, c'est mort. En fait, c'est mort. Ça marche pas. Il faut avoir le courage de lâcher prise, d'être dans cette zone où tu contrôles pas tout, tu sais pas forcément ce qui va se passer. Et en général, c'est beaucoup de peur. Tu vas avoir peur. C'est comme quand tu fais un saut en parachute, t'as peur, mais dès que tu sautes, ça dure 2 secondes. Et après, tu kiffes ta race. Et ben, c'est pareil. Comment ça va du coup, Bakary? Ça a commencé? Bah ouais, j'ai enregistré, c'est bon. Ah bah ok. Bah écoute, ça va super, ça va super. Et je te remercie de m'avoir accueilli pour ce podcast. Bah merci à toi de prendre ton temps pour le podcast, c'est cool. Ouais. Vu que t'as un temps chargé, j'ai vu ça, tu Ouais, cours un peu partout. Le temps est précieux en ce moment, surtout en ce moment c'est précieux. J'ai plein de projets qui se lancent, je travaille sur plein de trucs en même temps. Mais bon, après, voilà, on s'organise. Et puis, je trouve que c'était une belle initiative de faire des podcasts sur des personnes inspirantes. Et voilà, moi, je trouve ça sympa. Donc, je me suis dit, ok, Allez, allons-y, let's go. c'est parti. Mais c'est vrai, je t'ai dérangé là-bas au championnat de France de lecture rapide. Je fais, vas-y, j'ai un podcast, t'as dit, tu participes. T'as fait, ouais, vas-y, pourquoi pas, envoie-moi un mail et je t'en répondrai. Du coup, c'est super sympa de ta part d'avoir répondu, d'avoir accepté, quoi. C'est ça, il faut oser, Parce que des fois, bah, il y a des oui, des fois. Ouais, ça, j'avais rien à perdre, je me suis dit, je vais essayer, voilà. Mais écoute, comment tu fais pour gérer ton temps? Tu dis que c'est compliqué ton temps et que t'as pas assez de temps, c'est ça? Alors moi, clairement, je m'organise. Hein. Je fais un agenda, tout simplement. Chaque semaine, j'ai un agenda. Je le fais en général le vendredi ou le dimanche pour la semaine à venir. Et dans mon agenda, j'ai en gros toutes les grosses dates déjà d'inscrits, tous les rendez-vous, toutes les réunions sont déjà inscrites d'avance. Alors, t'as rien, c'est ça? Ouais, en fait, par exemple, j'ai des formations à venir, j'ai des formations que je donne, j'ai des rendez-vous, des événements. Tout ça, c'est inscrit dans mon agenda, donc il est prévu sur plus d'1 an, sur toute l'année en fait. Mais par contre, chaque semaine, j'organise les petites tâches comme ça, voilà. T'as des trucs, des moments pour toi aussi, c'est ça? Dans ton agenda? Des moments pour toi ou avec surprise ou des trucs comme ça ou pas? Ah oui, j'ai quand même des plages d'horaire. Déjà, en général, le dimanche, c'est la journée off, donc où je programme rien du tout. Et puis après, je programme du temps pour ma famille, parce que je suis marié, Ouais. j'ai ma fille. Je programme du temps pour mes moments spirituels, où en fait, tu fais rien. En fait, quand t'as des moments, il se passe plein de trucs en toi, mais tu fais rien. Donc oui, j'ai des moments off, et aussi je laisse vaquer la créativité dans le sens où si j'ai un imprévu, ou s'il y a un truc, c'est pas grave, c'est moi qui ai fait mon agenda. Tranquille, relax. Voilà, c'est ça. Du coup, ouais, c'est un podcast bienveillant. Du coup, s'il y a des trucs que tu veux pas répondre, tu me le dis ou si tu veux que je coupe plus tard, je t'enverrai le podcast de toute façon avant de le publier. Ok. Ça reste bien, hein, pas de pression, tranquille. Tu vois. Ok, ça marche. En fait, tu vois, tout à l'heure, j'ai dit un truc. Pas de soucis, on coupera. Vas-y, ça marche, ok. Bah, du coup, ouais, je te laisse te présenter vu qu'on a commencé comme ça sans te présenter. Mais qui es-tu? Alors, je m'appelle Bakary, j'ai 33 ans. Je suis marié, j'ai 2 magnifiques petites filles. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Vitry-sur-Seine, banlieue chaude. Je suis un enfant issu d'immigration, d'origine malienne. Mon père est venu du bled pour travailler en France. Famille nombreuse. J'ai 14 frères et sœurs. Donc voilà pour Bon te repas de famille. Voilà, alors chez moi, quand j'étais petit, il y avait de l'ambiance. Hein. C'était la folie. Il y avait toujours de l'ambiance. Je sais pas comment ils faisaient mes parents, parce que moi j'ai 2 filles maintenant. Je me dis waouh. Franchement, chapeau l'artiste. Mais il y avait. Tu t'occupais de tes frères et sœurs aussi, c'est ça? Alors, je m'occupais pas forcément en fait de mes frères et sœurs. Il y avait une sorte d'organisation où en fait chacun avait des tâches à faire pour faire tourner la boutique. C'est vrai que moi, nous s'occupait beaucoup des petits trucs à droite à gauche, aller acheter ça, aller chercher ci, aller là-bas. Quand il y avait de la viande, je coupais la viande, j'ai aidé ma mère à couper la viande, etc. Il y avait une sorte d'organisation. Alors, je ne sais pas comment ils ont mis ça en place, mais chacun avait ses tâches et ça tournait. Ça tournait comme ça. Et comment tu gérais avec les études à côté du coup? Alors, c'était pas évident. C'était pas évident dans le sens où chez moi, il y avait quand même pas mal de bruit. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé inconsciemment une capacité de me mettre en
en alpha ou en mode j'entends plus personne. C'est-à-dire que quand je suis concentré dans une tâche, j'éteins le monde extérieur. Et donc tu peux me parler, tu peux me dire quelque chose, tout ce que tu veux, j'entends pas. Je suis plus là. Alors ça m'a porté préjudice parce que à l'école, tu vois, je sais pas si tu entends bien. Si. À l'école, tu vois, quand je faisais mes contrôles, etc. Des fois, les camarades ils te demandent, ouais, est-ce que tu peux m'aider pour ci, est-ce que tu peux m'aider. Et moi, j'entendais pas. Et pour eux, ils pensaient que je faisais exprès. Sauf que en fait, j'entendais pas. J'étais dans ma bulle et je me mettais off au monde extérieur. C'est space, mais c'est comme ça que je le gérais. Une sorte de bouclier, c'est ça. C'est une sorte de bouclier anti-bruit. En fait, je mettais off au monde extérieur et j'étais dans ma bulle. Et t'as quoi? T'as fait une grande école, grandes études, c'est ça? Alors, j'ai pas fait de grandes études. J'ai fait un cursus un peu classique. J'étais à la fac. J'étais dans une grande fac quand même. J'étais au Panthéon-Sorbonne, Paris 1. En fait, à la base, j'ai fait un cursus en électrotechnique. Ouais. J'ai fait un bac électrotechnique. Et j'ai choisi ça pour le nom. Je ne savais pas ce que c'était. Quand la prof au collège, elle m'a dit ouais, toi, je te vois bien faire génie électrotechnique. Je me suis dit ah ouais, génie électrotechnique, c'est cool, c'est classe. T'es un génie, mec. C'est ça, je suis un génie. Et après, en fait, quand je suis rentré en première année de terminale, j'ai vu que c'était électricité en fait. Donc en fait, les débouchés, c'est la plupart du temps, tu travailles chez EDF, tu fais un bac +2, tu gagnes 1 200 € par mois. Pour te dire, c'était la douche froide. Je me suis dit, ok, donc je fais un bac +2 pour 2 200 € par mois, super. C'est le SMIC ça en fait, un peu plus que le SMIC. Bah ouais, ok, non, en fait non, je vais faire autre chose. Et puis l'électricité, c'était pas forcément mon kiff. Donc je me suis dirigé vers une fac, j'étais au Panthéon-Sorbonne en économie, j'ai voulu faire un truc général. Et c'était pas simple, mes années de fac. T'as dû te changer niveau environnement, quoi. Ouais, j'ai changé d'environnement. En fait, avant la fac, on m'a appris à passer le bac. Ouais. Donc, je savais comment passer le bac, mais on m'a pas appris à apprendre. Et quand je suis arrivé dans cette fac, franchement, le niveau, j'ai galéré. Hein. Les autres, ils avaient des techniques pour apprendre. Moi, c'était compliqué. Donc, la première année, j'ai mis 2 ans pour l'avoir. Deuxième année, pareil, j'ai mis 2 ans pour l'avoir. Je me suis dit, ok, faut que je réfléchisse à mon avenir. Mais c'était sympa à l'époque, fac. Et qu'est-ce que t'en gardes comme souvenir, du coup? Bah écoute, ça m'a permis de voir un petit peu une autre facette du monde, qu'en fait, il faut se battre pour avoir ce qu'on veut. Et puis, en fait, ça m'a permis aussi de me remettre en question ces 2 années de fac, parce que j'ai pris un truc général comme ça, sans forcément savoir où j'allais. Et du coup, le fait d'avoir fait ces 2 ans de fac, bah, d'avoir galéré, je me suis dit, bon, pourquoi je galère? Tu vois, tant qu'à galérer, autant galérer pour un truc qui me serve. Donc je me suis posé et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je veux faire de mon avenir. Et puis j'ai décidé de devenir banquier, travailler à la banque. Et c'est là que j'ai commencé à passer des entretiens. Tu as tout réussi. Hein? Premier coup, tu les as tous réussis du premier coup? Les entretiens? Ah non, alors c'était... Alors comment te dire? C'était la première fois de ma vie que je passais des entretiens, des vrais entretiens d'embauche, où tu viens, tu te mets en costume, tu as plein de candidats, tu es reçu. Et du coup, ben, j'arrive et tout. Je me rappelle, le premier, c'était pour la Société Générale. On était dans un bureau, on était au moins une dizaine, tous bien habillés, en costume, classe et tout. Et bon, je passe l'entretien. Pour moi, j'avais tout donné. Hein. Après, il y avait des questions, je ne savais pas trop quoi répondre. On me disait, ouais, c'est quoi tes qualités? J'avais pas préparé mes qualités. Je dis, bah, tu vois, quand tu fais ça à un entretien, c'est pas top, tu vois. Alors, j'ai passé plein d'entretiens parce que moi, je lâche pas le morceau. J'en ai passé une dizaine à peu près. Après, j'ai fini quand même par obtenir un poste. Au fur et à mesure de passer les entretiens, je suis devenu, je pense, bon après en entretien. J'ai commencé à comprendre c'est quoi les rouages, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, quelles sont les questions qu'ils posent. Et puis du coup, je menais mon enquête pour savoir déjà les questions, les réponses, parce qu'il faut s'intéresser à l'entreprise quand tu rentres dans une entreprise. Si tu ne connais pas la vision de l'entreprise, c'est quoi ses objectifs à 3 ans, et que tu passes un entretien, tu dis ok, tu vois. Mais même moi aujourd'hui avec le recul, je me dis voilà quoi, on cherche des personnes impliquées. Donc c'était pas évident, mais au final
par force de ténacité. Et comment t'as fait pour pas lâcher justement? Parce qu'il y en a, ils peuvent dire ah, vas-y, ça fait 2-3 refus, c'est bon, c'est mort, je change de voie. Toi, t'as pas lâché apparemment. Alors, j'ai rien fait de spécial. Hein. Franchement, c'est un peu dans mon tempérament. Ouais. C'est que quand j'ai une cible, je me dis il y a forcément un moyen de l'atteindre. Donc, j'ai pas lâché le morceau. J'ai passé plusieurs entretiens. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit ok, parce que bon, tu sais, refus. À un moment donné, tu te dis bon, il faut que je trouve quand même un plan B. Faut bien manger. Voilà, et c'est vrai que ce qui est marrant, c'est qu'au moment où tu te dis, bon, vas-y, je vais commencer à trouver d'autres horizons. Parce qu'à l'époque, je travaillais à Ikea le week-end. Je travaillais dans le service de retrait de marchandises, donc je donnais les colis aux gens. Et je me suis dit, bon, bah écoute, peut-être que je vais demander en attendant que je trouve quelque chose, un plein temps. Et au moment où je demande ça, et je reçois un appel d'un entretien que j'avais passé à la Banque Postale. Ok, bah écoute, on aimerait vous revoir pour un second entretien. Et là, j'ai dit ok, super. Yes, enfin. Non, et du coup, je les ai revus, ça s'est bien passé à nouveau. J'ai intégré la Banque Postale et j'ai travaillé 7 ans en tant que conseiller bancaire. Et qu'est-ce qui t'a fait changer de voie du coup? Parce que c'est ça, hein, t'as quitté ton taf, c'est ça? Exactement, j'ai quitté mon emploi. Pourquoi? On peut dire t'es complètement cinglé, tu vois, t'es déjà posé. alors, il faut savoir que j'ai choisi de rentrer dedans. Ouais. J'ai choisi de rentrer dedans parce que pour moi, je pensais que la réussite, c'était voilà, travailler dans une grande entreprise, avoir un statut de cadre, être en costume, dans un bureau personnel, etc. Donc, je suis rentré dedans. C'était un gros challenge pour moi parce que c'était pas évident dans mes débuts à la banque. J'ai dû galérer pour devenir bon conseiller bancaire. J'ai dû me former parce qu'au début c'est pas simple, hein, parce que quand tu es un grand noir balèze et que tu donnes des conseils à des personnes, ils ont 40 ans, 50 ans pour gérer leurs finances, sachant que je travaillais à Charenton, donc c'est un quartier assez huppé, donc mes clients avaient quand même du patrimoine, ils étaient calés en termes de fiscalité, ils étaient calés en termes de loi de finances, etc. Ils étaient calés. Et moi j'arrive, j'ai 22 ans, jeune conseiller bancaire, tu vois, c'était chaud. C'était chaud. Et du coup, j'ai bien aimé ce challenge-là. Et puis, j'ai bien aimé aussi le fait d'apporter des conseils, de trouver des stratégies pour que mes clients s'enrichissent, en fait. S'enrichissent, payent moins d'impôts, financent leur projet immobilier. Ça, j'ai apprécié ça. J'ai bossé longtemps comme ça pour devenir bon parce qu'il y avait aussi pas mal de challenges. On gagnait des prix. J'ai mis le temps, mais au bout d'un moment, je suis devenu bon. Et en fait, c'est quand je suis devenu bon, à un moment donné, je me suis dit, ok, ça y est, c'est tout. Tu vois, Qu'est-ce que je fais après ouais, ça? voilà, qu'est-ce que je fais après ça? Je cours derrière ça, ok, j'ai atteint mon objectif. Et puis après, je me suis projeté dans le futur. Je me suis dit, ouais, ok, à la retraite, bah, je serai peut-être directeur d'agence, peut-être conseiller en patrimoine. J'aurais tel revenu. Ma vie, en fait, je voyais déjà comment ma vie se dessinait. Et quelque part, au fond de moi, je me disais, j'aimerais vivre autre chose quand même, tu vois, de faire quelque chose de différent. Moi, à l'époque, j'avais pas le même état d'esprit qu'aujourd'hui. Je me suis dit, bon, je regarde autour de moi, je regarde mes collègues, et en fait, tout le monde fait ça. Donc, je me dis, bon, bah, écoute, je vais attendre la retraite pour profiter, comme tout le monde. Je vais attendre d'avoir 60 ans ou 65 ans. Je sais pas, dans 20 ans, sera combien l'âge. Et puis, enfin, je vais pouvoir profiter de ma vie, commencer à arrêter de penser aux vacances et au week-end. Donc, j'ai continué ma vie comme ça, petit à petit. En fait, petit à petit, en fait, ma vie a commencé à perdre son goût parce que, tu vois, t'attends les vacances. Il y a ta petite voix intérieure qui te dit, ouais, qu'est-ce que tu fous là? Fais autre chose. C'est pas ta place ici, tu vois. Vivement vendredi. Ouais, mais sauf que, en fait, t'es dans une situation où, bon, je gagnais ma vie correctement. J'étais respecté par mes clients. Pour mon père, c'était une fierté, tu vois, d'avoir son fils qui est conseiller bancaire, qui travaille dans une grande entreprise, qui a réussi. Et puis même, c'est sympa, tu vois, de dire aux gens, ouais, je suis conseiller bancaire, tu vois. C'est ça, tout de suite, ils disent, ah ouais, tu pourras me donner des conseils et tout, tu vois, ça. Sauf qu'au fond, moi, j'étais pas bien. Je dis, ouais, c'est bien, mais c'est pas bien, tu vois. C'est quoi, ça joue au niveau de ton ego, c'est ça? En mode, ouais, je suis conseiller bancaire, c'est bon, j'ai réussi. Ouais, en fait, sur le papier, j'avais une situation qui est plaisante et il y a plein de gens qui aimeraient avoir cette situation.
Sauf qu'au fond de moi, et c'est moi, hein, c'est pas forcément. Tu vois, il y a des personnes qui veulent faire ça et s'ils ils font ça, ils sont top du top. Mais au fond de moi, j'étais un loup en cage. J'ai commencé à me rendre compte que j'étais en prison dans ma vie. J'appelle ça une prison dorée. Tu vois. Et là où j'ai vraiment pris conscience qu'il faut que je fasse autre chose, c'est suite à un événement malheureux. En 2012, je perds ma mère. Elle décède d'un arrêt cardiaque. Et là, c'était vraiment, pour moi, un choc émotionnel fort. Dans le sens où c'était la première fois de ma vie que j'étais confronté au décès. De près, en tout cas. J'avais eu des décès dans ma famille, mais vraiment tellement éloignés, les personnes, je les connaissais, je les avais jamais vues. Et même dans les amis, dans les cousins, c'est la première fois de ma vie que j'étais confronté au décès. Et ça m'a mis une vraie claque. Ça m'a mis une vraie claque au fond de moi. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, j'ai qu'une vie. Faut que je redonne du sens à ma vie. Et en fait, j'ai décidé de remettre en question toute ma vie. Le temps que j'ai pris le temps quand même de faire mon deuil, ça a pris à peu près 6 mois, le temps de passer le truc et de passer outre. Parce que même si on continue à bosser, on fait notre vie, il faut faire la paix avec ça. c'est pas évident, en plus c'est la mère, moi j'étais proche de ma mère, tu vois. Il faut faire la paix avec ça, donc j'ai mis à peu près 6 mois pour faire mon deuil. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon ok, je vais tout réapprendre. Je repars à zéro, je jette tout à la poubelle, tout ce que je crois, tout ce que je sais, tous mes goûts, toutes mes vérités, ma religion, tout. On recommence. J'ai fait un reboot. C'est une mise à jour. Ouais, et c'est là, en fait, j'ai fait un reboot de mon activité. Je me suis dit, ok, c'est hors de question que je reste comme ça. Je pense que j'ai mieux à faire pour le monde. Comment t'as fait du coup? T'as lu des bouquins, c'est ça? Alors du coup, ça a duré jusqu'à aujourd'hui, hein, j'arrête pas, ça fait bientôt 8 ans. Je me suis formé, je me suis intéressé à énormément de sujets. Une pompe à savoir, c'est ça? Ouais, pour comprendre en fait, Ouais. pour comprendre le monde, le sens de la vie, c'est quoi tout ça, c'est quoi le but, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi le sens de ça en fait, où est-ce qu'on va, pourquoi on est là, quelle est la direction, pourquoi il y a des choses de la vie qui me heurtent, qui me rendent malheureux. Et donc je me suis intéressé au début déjà je me suis intéressé aux religions. Je me suis dit bon ok, moi je suis musulman, on m'a appris ça, tout ce qu'on m'a appris, on m'a dit c'est ça, c'est comme ça, mais en fait ça se trouve c'est de la merde en fait. Ça se trouve c'est de la merde. Du coup je me suis intéressé à toutes les religions. Je me suis intéressé aux anciennes civilisations. J'ai découvert plein de trucs. J'ai pris des petites claques. Mon ego il a pris un coup, mais c'était pour le bien, c'était pour le bien. J'aime bien dire cette phrase, c'est que quand on est accroché à l'illusion, quand on s'accroche à l'illusion de la vie, eh ben, la lumière, la vérité, elle est difficile à encaisser. Mais en vérité, quand on lâche prise et qu'on encaisse, on se rend compte que c'est la justice. C'est plus beau en fait, c'est ça qui est beau en fait. Et donc, je me suis intéressé aux religions, je me suis intéressé à la science, je me suis intéressé au Big Bang, je me suis intéressé à la politique, aux jeux de pouvoir, qui contrôle le monde, pourquoi, comment, dans quel but. Là aussi, j'ai pris des petites claques, mais bon, c'est le jeu de la vie, c'est le jeu de la vie. Je me suis intéressé à la mécanique quantique, au développement personnel. Et du coup, le développement personnel, j'ai pris goût. J'ai pris goût. Et moi, je parlerais plutôt du développement spirituel pour moi, pour ma part, par rapport à ce que j'apporte. Et en fait, j'ai compris que ce que je voulais apporter, parce que en fait, le fait d'avoir fait ce développement personnel et spirituel en moi-même, ça m'a en fait libéré d'un gros poids. Ça m'a permis de voir la vie autrement, d'être plus en paix avec moi-même, plus allégé. Et en fait, le contre-pied, c'est que ça accélère tout. En fait, tout ce que je fais, j'ai l'impression que c'est facile. En fait, depuis ça, en fait. C'est-à-dire que je lance des business, ça fonctionne. J'ai lancé un business. Bon, j'ai essayé plein de trucs. Hein. Faut pas croire que c'était. J'ai essayé plein de business avant de réussir, mais j'ai lancé un business de VTC, ça s'est bien passé. J'ai pu obtenir ma liberté, quitter la banque. Là, aujourd'hui, je lance un business de formation, ça se passe bien. J'ai formé une centaine de personnes, des dizaines et des dizaines de personnes depuis. Ça fait 1 an que je forme. Donc je propose 5 formations sur le thème de la connaissance de soi, parce que pour moi c'est ça la base. C'est ça le vrai problème des gens en fait. On croit qu'on se connaît, mais on se connaît pas. Non mais franchement, si les gens savaient qui ils étaient vraiment, franchement le monde il serait pas comme ça, et ils auraient pas la même vie, ils auraient pas les mêmes objectifs. Avec les croyances, toutes les croyances qu'on a, tu sais aussi, c'est ouf quoi. En fait c'est ça, il y a une histoire de croyance.
Et la vérité de la vie, c'est que on pense que c'est, on croit ce qu'on voit. J'entendais beaucoup cette phrase. J'ai eu un collègue, d'ailleurs, il m'a pas mal challengé. Et lui, c'est le mec qui me disait, ouais, je crois que ce que je vois. Si je peux pas le voir, je peux pas le croire. Et en fait, la vérité de la vie, c'est l'inverse. C'est parce que tu le crois que tu le vois. Mais il faut savoir le code. Faut décrypter le code. Ouais, ça, souvent on dit ouais, c'est impossible, personne n'a réussi, du coup je vais pas le faire parce que j'y arriverai pas, quoi. Souvent on se dit ça, quoi, tu vois, genre, ou Ouais. alors on nous dit ça, c'est peut-être plus ça, on nous dit que c'est impossible, du coup on le fait pas. Mais en fait, le problème, le croyance, c'est ça. Le système de croyance, il y a deux leviers. Soit je te répète un mantra, une phrase. Je te dis, toi, de toute façon, toi, tu es nul en maths. Mais non, mais de toute façon, tu es nul en maths. Mais de toute façon, tu es nul en maths. On nous dit à Au bout l'école, d'un quoi. moment, au bout d'un moment, tu vas y croire. En fait, avec la répétition, même s'il n'y a pas d'émotion, tu vas y croire. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, c'est toi-même, tu vois. Toi-même, tu vis des expériences, des chocs émotionnels, et tu fais des constats. Tu vas rater un premier rendez-vous avec une fille. Tu vas rater un deuxième rendez-vous avec une fille. Tu vas dire, bah, en fait, moi, je suis nul en drague. Tu vas en faire une vérité, une croyance. Et du coup, tu vas te couper en fait de plein de rencontres éventuelles. Et en fait, on fait tout ça tout le temps. C'est-à-dire que chaque personne a plein de croyances, plein de trucs qu'il a décidé de. On a un système de croyances chacun, et c'est ça qui fait notre réalité. Et donc, on a beau courir derrière les outils, les techniques, les stratégies marketing, etc. Si tu ne règles pas ce problème de croyance, de travailler sur soi, c'est mort. En fait, c'est mort. Ça marche pas. Mais j'aime bien, ouais, pour en venir à ces trucs de croyance, c'est l'histoire de l'éléphant, on lui attache une laisse, enfin un truc sur un piquet, il peut pas bouger. Et quand il est plus grand, pareil, on lui attache sur la même laisse, mais vu qu'il est plus grand, il a de la force, il peut bouger du coup, mais dans sa tête, vu qu'il n'arrivait pas, tu vois, bah, en fait, En fait fait, plus tu peux rien, même il est faire paralysé, semblant. quoi. Tu peux même Ça. faire semblant de. Et en fait, l'expérience, ils ont fait semblant de lui attacher. Sauf qu'elle était pas attachée. Mais comme il est conditionné, Ouais, il est ça. habitué à ça, et ben ça marche. En fait, pour lui, c'est pas possible. Et on appelle ça l'impuissance apprise. Ouais, ouais. La puissance apprise. Et c'est affolant comment on peut en fait se conditionner comme ça. Ouais, mais ça marche aussi pareil pour les gens quand ils sont dans les CDI, ils aiment pas trop, mais ils se disent ouais, non, en fait, il y a que ça, et puis j'attends la retraite, tu vois. Toi, t'as fait l'inverse, tu t'es barré avant la retraite, du coup, c'est bien. Mais t'aurais pu te mettre en mode victime, en mode ouais, non. Comment t'avais pro, tu t'es pas mis en mode victime? C'est quoi? C'est ta personnalité, c'est ça? Alors bah, déjà, je pense que en fait j'ai eu la chance de vivre ce choc émotionnel qui m'a fait comprendre que mais t'es fou quoi, ça va pas non. Mais il y a d'autres voies en fait. Et j'ai eu la malchance, on va dire, d'être entouré de salariés. Ouais. Dans ma famille, j'ai très peu d'entrepreneurs. Mes collègues, bah, ils sont tous salariés à la Banque Postale. En fait, tout ton environnement, il est composé que de salariés qui n'ont jamais pris de risques. Pour eux, la vie, c'est ça. Tu trouves le bon travail, la bonne planque, et t'attends la retraite pour kiffer. Et le crédit. Et voilà. Et j'ai eu la chance. Alors, c'est un événement malheureux, mais en fait, avec le recul, j'ai eu la chance d'avoir cet événement-là parce que ça m'a fait prendre conscience de la chose. Et en fait, si j'avais vécu dans un environnement où c'est que des entrepreneurs qui prennent des risques, eh ben, j'aurais pas eu le même état d'esprit. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut changer. Quand on choisit, on peut changer. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de fatalité. Après, faut avoir le courage de se lancer, de faire le premier pas et faire Ouais. ça aussi. Il faut avoir le courage de lâcher prise, d'être dans cette zone où tu contrôles pas tout, tu sais pas forcément ce qui va se passer. Et en général, c'est beaucoup de peur. Tu vas avoir peur. C'est comme quand tu fais un saut en parachute, tu as peur. Mais dès que tu sautes, ça dure 2 secondes. Et après, tu kiffes ta race. Et ben c'est pareil. Il faut accepter de se dire, bah, c'est pas grave si à la fin du mois, bah, c'est chaud. Aujourd'hui en France, je suis désolé, en France, on a plein de minima sociaux. On a 18 mois de chômage. Ça va, tu vois, tu peux t'en sortir. Tu vois. Et il faut accepter de ne pas tout contrôler, mettre son ego sur la table. En fait, tu prends ton ego, tu te poses sur la table et tu vas vivre tes rêves. Et c'est là que se passe la magie, en fait. C'est quand tu es dans cet espace, en fait, où tu ouvres et que de toute façon, tu n'as pas le choix, c'est marche ou crève. Et c'est là que ça se passe, en fait. C'est là que tout se débloque. Il y en a, ça pique, hein, de mettre leur ego sur la table, ils sont là en mode ouais, non. Ouais, ça pique. Mais du coup, comment tu fais pour lâcher prise? Parce que ouais, c'est vrai que même moi, j'ai le souci parfois, j'ose pas lâcher prise, je dois peut-être que je suis trop dans ma tête. Enfin, je sais pas, t'as des conseils à donner pour Alors, moi, lâcher prise? le conseil que je peux donner, c'est déjà, il faut se dire, faut accepter, faut s'habituer
par la répétition, en commençant par des petites choses, à faire des choses où tu n'as pas le contrôle. En fait, tu fais ton maximum, tu programmes le truc, tu fais ton maximum pour avoir un plan qui tienne la route, mais tu acceptes que tu contrôles pas tout en fait, et tu gères l'imprévu. Donc il faut accepter ça. Alors c'est pas évident, mais en fait l'idée c'est de créer l'habitude de vivre ça, en faisant à chaque fois, régulièrement, chaque jour, des choses qui vous dépassent en fait. Des choses qui sortent de l'ordinaire, des choses qui vont créer de l'incertitude. Et tu te dis, ah, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Et d'accepter en fait que ça ne se passe pas exactement comme j'ai prévu. Et même si ça ne se passe pas comme tu as prévu, ça se passe bien. C'est une sorte de reprogrammation. En fait, ouais, et ça se passe bien parce que dans chaque situation, quand tu creuses vraiment, par exemple, moi j'ai un projet, je veux lancer une entreprise. Alors, j'ai deux cas. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Alors, moi, je vais avoir mon référentiel. Je vais me dire, si ça fonctionne, si je fais X euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que ça fonctionne. Si je fais moins de X euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que ça ne fonctionne pas. Sauf que quand tu creuses, même si je fais 0 de chiffre d'affaires, si je regarde tout ce que j'ai appris grâce à cette expérience, en fait, c'est bénéfique. Et je mets au défi toutes les personnes qui nous écoutent de prendre une expérience malheureuse qu'ils ont vécue, n'importe laquelle, et de se poser la question, est-ce que cette expérience m'a servi à quelque chose ou pas ? Et s'il y avait un bénéfice, ce serait quoi ? Est-ce qu'il m'a apporté quelque chose ou pas ? Et même aller encore plus loin. C'est moi, j'aime bien poser cette question. D'ailleurs, je vais te poser la question. Est-ce que tu as vécu une expérience difficile ? Vraiment difficile. Vraiment difficile. Ouais, comme tout le monde. Là, j'ai pas d'exemple à titre particulier, mais ouais, je pense comme tout le monde. Ouais. Essaie d'en trouver une en particulier, peu importe. Difficile beaucoup ou vite fait difficile ? Allez, une vraie expérience difficile pour qu'il se projette. T'es pas obligé de me la partager, mais juste l'identifier. Ouais, tu me prends sur le cours là. Attends, je cherche. Un truc, tu dis, ah putain, j'ai pris cher. Si je pouvais éviter ça. Ouais, vas-y, c'est bon, C'est bon, ok. Alors maintenant, si je te pose la question, je t'enlève cette expérience, mais en même temps, je t'enlève ce que tu as appris de cette expérience. Est-ce que tu acceptes ? Oui, vu que j'ai appris. Non, je t'enlève l'expérience et ce que tu as appris grâce à cette expérience. Ah oui. Est-ce que tu acceptes ? Je sais pas, vu qu'en fait ça m'a permis de grandir en fait. Tu vois, non, c'est pas évident. Donc au final, tu vois, quelle que soit l'expérience, on a pris une expérience douloureuse. Alors, faites l'exercice avec vous-même, hein. Mais on a pris une expérience douloureuse et tu te dis à chaque fois, en fait, il y a un gain en fait. Donc lâchez prise, faites les trucs. Si ça se passe pas exactement comme les prévisions, regardez où il y a le gain. Et à force, ça devient une habitude et après, on devient confort dans le fait d'être dans un espace où on contrôle pas tout. Et là, c'est génial. Tu te nourris à ça, en fait, c'est ça. Hein ? Tu te nourris à ça, en fait, c'est ça. En fait, tu deviens confort. Ouais. Déjà, ça ajoute de la nouveauté, en fait. Ça ajoute de la nouveauté, du challenge. Moi, je sais pas, quand tu as un succès dans une situation où tu n'avais pas tout le contrôle, c'est les meilleurs succès, en fait. Tu vois ? Et en même temps, en fait... là, je sais plus ce que je voulais dire, ça m'a échappé. Mais en gros, l'idée, c'est d'être confort dans le fait d'être dans un espace où tu contrôles pas tout. Et de se dire, ouais, c'est pas grave, ça va bien se passer. J'ai confiance. J'ai confiance sans preuve, en fait. Inconditionnelle. L'idée, c'est d'atteindre ça. Alors, c'est pas simple, c'est facile à dire. Mais plus vous allez faire ça, plus petit à petit, tu sur des petits trucs. Ça peut être, je sais pas moi, dire au mec du resto, ouais, tu déconnes, c'est pas bon là. Tu vois, va me changer. Ou ça peut être faire un saut en parachute, tu vois, ou tenter des trucs. C'est-à-dire, tu fais de la prospection téléphonique, ok, tu as un argumentaire qui fonctionne bien, un jour tu vas tester un truc complètement nouveau, complètement fou. Peut-être que on va te raccrocher au nez, tu vois, mais peut-être que tu vas trouver un truc encore plus puissant. Mais si tu tentes pas et si tu n'acceptes pas d'aller dans cet état où tu contrôles pas tout, tu rates plein de trucs en fait. Et c'est dommage. Et pour les peurs d'être rejeté, tu as des conseils pour ça ? Des exemples ? Pour la peur d'être rejeté par l'autre ? Ah ouais, arrêtez d'avoir peur de ça. C'est que c'est un truc qui me bouffe un peu, tu vois. Alors pourquoi tu as peur d'être rejeté ? Les fameux pourquoi. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te... C'est la peur d'être rejeté et du coup, la peur de ne pas être intégré, tu vois, quelque chose comme ça. Ouais. Alors, de manière générale, quand tu vis une peur, moi je considère la peur comme un GPS. Ouais. C'est-à-dire que à chaque fois que tu as peur d'un truc,
En fait, c'est ton être intérieur qui te dit, là, derrière ça, il y a une grosse valeur. Alors, toi, ton cas, j'imagine que c'est parce que peut-être le contact humain il est important et tu aimerais nouer des relations riches avec d'autres personnes. Donc, si tu décides, quand tu reçois le message, l'alerte, pour te dire, ah, ici, là, il y a de la valeur pour toi, c'est pas pour dire, n'y va pas, en fait. Tu vois c'est pour dire, c'est important. Mais vas-y. Parce que si tu vas pas, bah, tu te coupes de cette valeur, en fait. Si à chaque fois que tu te retrouves dans une situation où tu peux te faire rejeter, ça peut arriver. Ça peut arriver. Là, c'est être dans le lâcher prise parce que ça peut arriver. Et il faut se dire, bah, c'est pas grave si ça arrive. De toute façon, il y aura un gain pour moi quelque part. Je ne sais pas lequel, mais peut-être que j'apprendrai mieux à aborder les gens. Peut-être que cette personne elle n'est pas faite pour moi. Ok. Mais si tu vas pas, dans tous les cas, tu te coupes de la valeur qu'il y a dans le fait de rencontrer les personnes pour toi. Quelles que soient les peurs. La peur, en fait, c'est un GPS. Du coup, couper le cerveau et y aller, quoi. C'est ça que tu conseilles. Bah déjà, couper le mental et accepter d'être dans cette phase de lâcher prise. Mais effectivement, on va couper le mental. Le mental, il est bien, c'est un outil qui est puissant. Souvent, on croit qu'on n'est que notre mental, mais on est bien plus que notre mental. Il faut se faire confiance. Moi, je pense qu'il faut y aller, il faut s'en réfléchir. Et quand tu as une peur, bah, en fait, à chaque fois que tu as une peur, tu l'affrontes, en fait. C'est un truc à faire, en fait. C'est qu'il faut que tu y ailles. Bah ouais, comme les comédiens, tout ça, ils ont peur avant de parler en public et ils disent s'ils ont pas peur, tu vois, ils sont pas excités et du coup ils se disent merde, il se passe un truc. Parce qu'il y a de la valeur. Ouais, c'est ça. Il y a de la valeur. Moi, ils ont besoin d'avoir peur voilà. en fait. Du coup, ça, c'est pas drôle. Mais heureusement qu'il y a ça, parce qu'imagine il n'y avait pas ça. Regarde, je vais donner un autre exemple. Moi aujourd'hui j'ai des succès tous les jours. En fait, on fait des actions, on a des succès tous les jours. Je vais chez le boulanger, j'achète du pain, il me le donne, c'est un succès, j'ai réussi. Tu vois je mets mes chaussures, c'est un succès, j'ai réussi. Sauf que ça me fait aucune peur en fait. Pour moi, il n'y a aucune valeur derrière ça. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie en fait? Tu veux des succès qui t'apportent de la valeur ou tu veux des succès qui t'apportent pas de valeur? Non mais c'est vrai. C'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc franchement, clairement, je t'invite à aller au-devant de tes peurs et te dire, ok, bah, si ça se passe pas comme j'ai voulu, ok, cette valeur qui est importante pour moi, mais si ça se passe comme c'est voulu, se dire, bah, qu'est-ce que je gagne si ça se passe pas comme je veux. Et comme ça, tu te trouves dans une situation où que ça se passe bien ou que ça se passe mal, déjà en amont, avant d'y aller, tu te dis, bon, ok, j'ai gagné dans tous les cas. Et il faut affronter ses peurs. Il faut y aller en fait. Et souvent les peurs, moi je dis que les peurs c'est comme un dragon. Tu vois. Mais quand on les affronte, on se rend compte qu'en fait c'est un petit poussin mignon qui cache un trésor inestimable. Ouais, c'est ça, faut embrasser ses peurs, comme tu viens de le dire. Ça. En fait, oser. Est-ce que tu penses qu'il y a des solutions à tous les problèmes dans le dev perso? Le dev perso, ça résout tous les problèmes ou... Alors, ça dépend comment c'est fait. Moi, je pense qu'en fait, le dev perso, c'est la première étape. Juste en dessous, en fait, le développement spirituel. Et le développement spirituel règle tous les problèmes. C'est-à-dire Il travaille sur soi, en fait. Le côté spiritualité, pour moi, c'est le fait de se connaître, de renouer avec son être intérieur, parce qu'on est bien plus que notre mental, on est bien plus que notre système émotionnel, on est bien plus que nos actions dans le passé. Et on est des êtres ultra puissants. On l'a juste oublié, peut-être par choix. Et le fait de se reconnecter à soi-même, de comprendre qu'en fait, toutes les clés sont en nous. Moi, il y a une phrase de Socrate ou de fois Platon, on ne sait pas c'est qui, mais en fait, elle est sur le temple de Delphes, que j'affectionne particulièrement, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Et en fait, pour moi, se connaître, c'est vraiment la démarche. La démarche spirituelle, c'est ça. Toutes les spiritualités, toutes les religions, en fait, t'amènent vers ça. Et tout mon cheminement m'a amené vers ça naturellement. Et quand tu atteins ça, tu règles tous les problèmes. Il n'y a plus de problème. Tout est magnifique en fait. Une introspection, quoi, c'est ça l'idée. Une introspection, se connaître en fait. Et ça ouvre les portes de tout en fait. Ça ouvre les portes de l'univers. Est-ce que tu penses qu'il y a des dangers dans le dev perso? Je vais te poser cette question. C'est-à-dire après, il peut y avoir des dangers dans le sens où si parce qu'en fait, quand je dis spirituel, parce que c'est vrai que souvent, on va avoir mais c'est bien, hein, c'est pas forcément mal, mais on va avoir des coachs ou des personnes qui vont t'accompagner pour un objectif matériel. Et donc la fin, c'est l'objectif matériel.
Sauf qu'en vrai, de vrai, quand tu vas au fond des choses, c'est pas l'objectif, c'est pas le bien matériel ou le résultat matériel qui te rend heureux, qui te donne la paix en fait. C'est ce qui se passe dans ta tête, entre ce que tu te racontes à toi-même. Tu vois, c'est le fait que c'est la relation c'est l'histoire que je me raconte dans ma tête qui va faire que le fait que je m'achète une nouvelle voiture, je suis content, je suis bien, je suis heureux. C'est pas la voiture en elle-même, parce que ça dure 2 secondes en fait. Tu vois. Et en fait, le potentiel de bonheur et de plaisir, il est déjà en nous en fait. Comme le potentiel d'être énervé par quelqu'un, c'est pas la personne qui va te dire une insulte qui fait que tu es énervé, c'est un bouton en fait qui était déjà enclenché, qui était déjà en sommeil en toi, qui fait que quand tu appuies sur le bouton, tu exploses. Tu vois. D'ailleurs, tu devrais le remercier pour dire OK, merci, tu as découvert ça en moi. Maintenant, je sais sur quoi je dois bosser pour avancer. Et donc, quand on met tout que sur l'aspect matériel des choses, c'est-à-dire, ouais, écoute, objectif 100K, objectif ci, objectif. C'est bien, parce que ça va te faire du bien d'avoir plus de. C'est un moyen, en fait, d'avoir des résultats, d'avoir de l'argent. Moi, l'argent, c'est une de mes valeurs, parce que je trouve que c'est un moyen de liberté. Mais il faut aller au-delà de ça. Et je connais énormément de millionnaires qui sont malheureux, qui sont déprimés, qui sont pas bien. Donc, pour moi, la limite, ça peut être ça. C'est-à-dire s'arrêter à un aspect ultra matériel. Et la deuxième limite, c'est que tu as malheureusement plein de coachs qui se lancent dans le coaching ou dans le développement personnel, mais qui en fait sont en train de faire leur travail sur eux-mêmes et que tout n'est pas au clair avec eux-mêmes. C'est le deuxième risque. C'est-à-dire que en fait, c'est comme si moi je suis en thérapie, tu vois, j'ai besoin de thérapie et je suis thérapeute, tu vois. C'est ce que je veux dire. J'ai pas encore fait j'ai pas encore réglé mes problèmes avec moi-même et je règle les problèmes des autres. Alors ça, c'est un deuxième risque. Après, l'avantage de ça, c'est que toutes ces personnes-là, pendant qu'elles font ça, ça leur permet de faire ce travail sur eux-mêmes. Donc, il y a le revers de la médaille quand même, tu vois. Mais pour les personnes qu'elles accompagnent, ça peut être un risque. Mais pareil, pour les coachs qu'on voit partout sur Internet qui fleurissent un peu partout, souvent ils montrent juste le côté beau, le côté je suis le meilleur, tout ça, le côté parfait. Et du coup, on peut se dire en mode ouais, tu vois, il est parfait. Et si je fais pas comme lui, je peux me fouetter, tu vois. Du coup, je pense que ça peut être aussi. C'est parce que j'ai eu ça, ce passage-là où je voyais le coach qui était genre limite c'était Dieu, tu vois, et que j'avais pas le droit à l'erreur ou j'avais pas le droit d'échouer entre guillemets, tu vois. Ça t'est déjà arrivé ou pas? Comment gérer ça du coup? Écoute, c'est un peu un danger, moi je trouve, tu vois, que les coachs ils montrent le côté parfait. Le côté trop parfait. Ouais, genre soyez Alors, parfait. Moi la pensée que j'ai, je pense que tout est parfait. Soit tout est parfait, ouais, soit rien n'est parfait. C'est à vous de choisir là où vous êtes. Et je pense que c'est bien que les coachs montrent leurs particularités. Après, je pense que le côté parfait, tout parfait, ça peut parler à certains types de personnes, ouais, parce que tu as des types de personnalités qui adorent ça. Je pense pas que ça correspond à tous les types de personnalités. Alors, c'est bien qu'il y ait plusieurs types de coachs, de manière à ce que chacun puisse trouver goût en fonction de qui il est. Après, c'est vrai que je pense que chaque coach devrait montrer leur vrai soi, en fait. Ouais. Avec leurs imperfections, avec leurs bugs, avec leurs soucis personnels, parce que ça parle aussi aux gens, en fait. Et on a tous, moi j'ai fait pas mal de développement sur moi, travail sur moi. C'est un travail que je continue parce que c'est un travail d'une vie. Mais j'ai des choses à régler hein, avec moi-même. On a tous des choses à régler avec soi-même. Je dis juste qu'il y en a, ils sont pas trop authentiques, quoi. Ils montrent leur côté beau, quoi. C'est ça que je voulais dire. Écoute, après, si ça marche bien pour eux et que ça aide des gens, ok. Si ça marche pas pour eux et que ça aide pas des gens, il faut retravailler. Tu vois. Mais du coup, je t'en avais parlé quand on s'était croisés la dernière fois. Comment tu fais pour gérer du coup ceux qui critiquent entre guillemets, ou alors peut-être que tu es un peu en décalage? Est-ce que tu t'es senti en décalage au début quand tu t'es formé, tout ça? Ceux qui me critiquent, tu veux dire, ou ceux qui... les gens en général qui peuvent te critiquer, ou alors qui peut-être tu peux te sentir aussi un peu en décalage avec quand tu as commencé ton développement personnel, tu vois, avec l'environnement. Ou pas du tout. Par rapport à mon entourage, je veux dire. C'est ça. Je crois que tu parlais par rapport aux haters. Ça peut être les deux, ouais. Alors, mon entourage, écoute, comment je gère en fait, moi, j'invite tout le monde. C'était pas évident, même pour moi, à accepter de passer pour le mec bizarre, un peu fou. C'est-à-dire que le mec, il est timbré, en fait. Ouais. Parce que à chaque fois que tu vas faire un truc différent de la norme, un truc... déjà qui souvent te rapporte pas mal. En fait, à chaque fois que tu fais quelque chose de différent de la norme, ça veut dire que c'est bizarre parce que c'est pas normal. Et c'est normal que ceux qui sont dans la norme ils vont trouver ça bizarre.
Et en plus, surtout quand tu n'as pas de résultats. Et tu peux pas naître avec les résultats. Et donc, il faut accepter, c'est pas simple, mais accepter d'être bizarre, en fait, de paraître chelou. Moi, la première fois que j'ai commencé à mettre un tableau de visualisation chez moi, ma femme m'a regardé, elle m'a dit, mais t'es oh. En fait, pour elle, ça n'a pas de sens, ça veut rien dire. Un tableau de visualisation, c'est un tableau dans lequel tu notes tout ce que tu veux voir comme résultat apparaître dans ta vie et que tu consultes. Donc, tu mets des dessins, tu mets des photos, tu mets des images, tu mets des mots. Et j'ai accroché ça chez moi, dans ma chambre. À un endroit comme ça, je le vois tout le temps, le matin, quand je me lève, le soir, je me rappelle de ça. Et pour elle, elle me dit, mais je suis à côté de la plaque, je suis fou, je suis bizarre. Tu vois. Sauf que, tu vois, moi, ça peut me faire douter si je ne suis pas encore au clair avec moi-même. Et je peux me dire, ouais, bah, non, elle va me prendre pour un fou, je ne l'aimais pas. Et c'est là le problème. C'est le fait de refuser ça, c'est un vrai problème. Parce que, déjà, le tableau de visualisation, je ne vais pas passer une heure dessus, parce que je pourrais parler une heure là-dessus, mais c'est tellement puissant. C'est ultra puissant. Et en fait, le pire, c'est que ça marche. Tu te rends pas compte, ça marche. Tout ce que tu notes, petit à petit, ça vient. Ah, mais c'est un truc de fou. Moi, j'avais dit, ouais, je veux la liberté financière. C'est venu. Je veux gagner 10 000 euros par mois. C'est venu. Je dis, bon, ok, bon, maintenant. Mais au début, ça marche. Tu sais pas. Mais en fait, c'est un truc où tu actives ton GPS interne, le système d'activation réticulaire, tu travailles sur la visualisation, le système émotionnel, et en fait, tu deviens en alerte avec tout ce que tu mets dessus. Donc, techniquement, c'est ultra puissant. Mais quand tu le fais, c'est bizarre. Pareil, quand je faisais des lives dans la rue, je suis là. En plus, au début, je bégayais, j'étais pas à l'aise. Tu es là avec ta perche ou ta caméra, tu as les gens qui passent. Une fois, j'ai fait un live dans un 5 étoiles. Les gens, ils m'ont regardé bizarre. Bah écoute, je suis bizarre. Et alors, il y a quoi? En tout cas, moi, j'avance dans ma vie. Et j'ai des résultats différents. Donc, accepter d'être bizarre, d'être montré du doigt. Et en fait, j'ai envie de te dire, en fait, c'est bon signe. Quand on commence à te dire, ouais, toi, qu'est-ce que tu fous, t'es bizarre, c'est que c'est bon signe. T'es sur la bonne voie. Tu vas avoir des résultats différents. Et après, ça ne te fait plus rien. À la longue, ça ne te fait plus rien. Là, par exemple, on est dans un endroit, on est en train de faire notre truc, là, c'est dans un café, devant un cinéma, il y a du monde. Et voilà, on fait notre interview. Et puis, peut-être pour certains, on est bizarre. Et pour nous, non, on est bien. Non, je crois qu'ils s'en foutent. Et en plus, ils s'en foutent. Ouais. Et en plus, souvent, souvent, les gens s'en foutent, en fait. C'est vrai, en plus. C'est toi qui te dis ça, en fait, dans la tête. Donc, s'assumer, en fait, c'est ça. Ouais, assumer. Ouais. Assumer d'être bizarre. Moi, je préfère être bizarre parce que bizarre, il y a 2 fois art dedans. Il y a 2 fois artiste. Ah, c'est beau. Et normal, il y a norme et mal. La norme, c'est la case. La norme, et il y a le mal, le mot mal dedans. Donc je préfère être bizarre que normal. C'est vrai que je te pose cette question parce que ouais, j'ai l'impression d'être un peu en décalage avec 80% de la population. Du coup, c'est pour ça que je te posais cette question. Tu vois. Du coup, il faut que j'assume, quoi. Tranquille, c'est ça. C'est bon signe. C'est bon signe. T'es sur la bonne voie, mon gars. Pour revenir au tableau de visualisation, ouais, t'as fait des actions derrière. T'es pas juste mis le tableau et tu l'as regardé toute la journée et t'étais sur ton canapé, quoi. C'est ça l'idée. Non, après, tu mets des actions. Je pense qu'il y a un travail aussi où il faut que tu mettes en place des actions, mais aussi un gros travail inconscient. C'est comme si tu avais fait un contrat avec toi-même et que tous les jours, inconsciemment et consciemment, tu t'en rappelles. Tous les jours. Donc tu fais des micro-actions, des micro-mouvements, des micro-choses qui te conduisent naturellement vers ton objectif. Donc même sans forcer, en fait, ça se matérialise. En tout cas, pour ma part, même sans forcer, ça se matérialise. Après, c'est vrai que je suis quelqu'un qui passe beaucoup. Moi, on me dit un truc, je teste. Après, je me casse la gueule. En général, je fais plein d'erreurs dès le départ. Après, tu t'améliores. Après, je maîtrise. Non, en général, je fais toutes les erreurs. En fait, c'est pour ça que le conseil qu'on donne, c'est faites un maximum d'erreurs parce que, en fait, quand tu connais toutes les erreurs, tu as toutes les émotions qui vont avec les erreurs. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je tourne des vidéos maintenant régulièrement. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, en fait, à chaque fois, on me dit ouais, il faut que tu regardes. Faut que tu regardes pas l'écran, faut que tu regardes le petit trou parce que sinon ça fait un décalage. Et j'ai fait une vidéo qui m'a pris au moins 2 heures à tourner entre les reprises et tout. Et je me rends compte, j'étais content du résultat à la fin. Et je me rends compte que en fait, je regarde pas le clip, je regarde pas. Mais là, c'était vraiment abusé en fait. Et du coup, j'étais vert, j'ai dû tout refaire. Et en fait, ce petit moment émotionnel, ok, ça y est, j'ai compris. Maintenant, je ne vais plus faire ça. Tu vois. Donc, le fait de faire vite toutes les erreurs, tu comprends tout de suite comment aller vite, en fait. Mais je trouve qu'on apprend plus vite que la théorie, en fait, le fait de pratiquer. Je sais pas, c'est un ressenti. Hein, c'est le meilleur des professeurs, en fait. La pratique, c'est le meilleur des professeurs. Il y a tout le schéma émotionnel, tu as le feedback tout de suite.
Tu vois, tu peux mettre 6 mois ou 1 an à faire un business plan et tout carré, théorique et tout. Franchement, quand tu vois le truc, le banquier il te prête 1 million d'euros. Et quand tu lances, des fois, il ne se passe rien parce que tu n'as pas le feedback du terrain. Alors que tu peux mettre un truc que tu as fait en 1 heure, en brainstorming. Tu fais un truc basique, tu vois, qui tient la route, en fait. Juste qui permet de tourner, en fait, minimum product. Tu testes. Ça marche pas, tu rechanges un peu. Ça marche pas, tu rechanges un peu. Et après, Et je trouve que c'est le meilleur des professeurs. C'est le meilleur des professeurs. T'as appris quoi, toi, en faisant ça? Moi, je fonctionne toujours comme ça, en fait. C'est-à-dire que je teste. Et du coup, en fait, on me dit que j'apprends vite. C'est parce qu'en fait, je fais vite plein d'erreurs. Je fais vite plein d'erreurs. Mais après, tu corriges, du coup, c'est ça. Du coup, tu corriges. Tu corriges vite. Ouais, tu corriges. Tu essayes, tu corriges. Ah ouais, non, ça, c'est pas ça. Ok, je corrige. Alors, ça prend plus ou moins de temps en fonction de ce que tu testes. Après, j'ai un petit côté aussi un peu perfectionniste. Je travaille là-dessus. Mais voilà, tu testes. Tu lances avec le minimum de ressources, en fait, un truc efficient, même si c'est pas tout beau, c'est pas tout parfait, en fait, et un truc qui marche, en fait, qui fonctionne, qui permet dans un business, par exemple, de gagner de l'argent, de tester ton produit, de voir si le public accroche, et au fur et à mesure que tu vas tester, tu vas ajuster, et tu vas te rendre compte, j'ai fait cette erreur, putain, j'aurais pas fait cette erreur, j'aurais pas perdu tant de clients, et là, tu fais plus cette erreur de ta vie, en fait. Follow the process, c'est ça l'idée. Ouais, en fait, faut tenter. Je pense qu'il faut tenter. Je pense qu'il n'y a aucun process qui est parfait. Tout est toujours améliorable et tout dépend de ta situation en particulier à toi. Alors, c'est bien d'avoir des bases parce que ça permet de gagner un peu de temps, mais il faut tester et puis à chaque fois chercher à améliorer. Pour en revenir, du coup, je fais le podcast pour augmenter la confiance en soi des jeunes, améliorer la confiance en soi. Mais est-ce que tu penses que c'est facile d'améliorer sa confiance? On peut genre faire en 2 secondes, on peut améliorer sa confiance? Tu penses que c'est facile ou... Alors, après... c'est large. Je dirais pas que c'est facile. Si je dis que c'est facile, en vrai c'est facile. mais si je dis que c'est facile, c'est pas vrai. Techniquement, dans le quotidien des personnes, c'est pas simple d'augmenter sa confiance en soi. Pour travailler sa confiance en soi, il faut travailler sur 3 leviers. L'image qu'on a de nous-mêmes, l'amour qu'on a de nous-mêmes et la confiance qu'on a sur... En fait, c'est l'estime de soi qu'il faut travailler. C'est tout le global. Parce que quand tu vas travailler l'image que tu as de toi-même, tu vas travailler sur la confiance en toi, tu vas travailler sur l'amour de toi. Quand tu vas travailler l'amour de toi-même, tu vas travailler sur l'image et l'amour. En fait, il faut travailler sur les 3 triptyques en premier. Alors, pour rapidement faire un petit point sur les 3 triptyques, la confiance en soi, l'idée, c'est, comme je disais tout à l'heure, faire chaque jour des choses de différentes, de nouveau, pour être en confort dans l'inconfort et arriver à l'état d'avoir confiance en preuve. Parce que le processus de confiance en soi, il fonctionne comment? Je fais un premier entretien, je rate. Je fais un deuxième entretien, je rate. Et à partir du moment où j'en fais 10 ou 1000, je suis excellent. Et là, j'ai confiance en moi. En fait, j'attends d'avoir 1000 preuves pour avoir confiance en moi. Donc l'idée, c'est d'avoir confiance sans preuve. Ou de dire, j'ai confiance et je laisse venir les preuves plus tard. Tu vois? Je peux le faire. Ouais, voilà. Parce qu'en fait, quoi que tu fasses, même si demain je décide de faire du piano, je n'y connais pas. Mais à partir du moment où je fais 1000 heures de piano, à un moment donné, je vais avoir confiance en moi avec un piano. C'est vrai ou pas? Ouais. C'est sûr et certain qu'après 1000 heures de piano, je vais avoir confiance en moi. On est d'accord. Donc on sait que ça se passe comme ça. Donc pourquoi ne pas avoir confiance en preuve dès le départ? Alors, tu peux avoir des ratés. Mais l'expérience, elle n'est pas pareille. Que quand tu arrives et tu te dis tout de suite, ouais, c'est sûr, je vais rater, c'est sûr. Mais de toute façon, j'y connais pas. Tu te conditionnes en fait. Donc tu te mets dans l'état d'esprit, j'ai confiance en preuve. Ou j'ai confiance et je laisserai venir les preuves plus tard. Après, pour l'image de soi, l'idée, c'est de se parler bien, de connaître ses valeurs et d'agir en fonction de ses valeurs. Parce qu'à chaque fois que tu agis pas en fonction de tes valeurs, déjà, la plupart des gens ne connaissent pas leurs valeurs. Ils font des choix, ils sont sollicités à droite à gauche parce que c'est des choses qui sont importantes pour eux, mais ils ne savent pas c'est quoi le premier, c'est quoi le deuxième, c'est quoi la priorité absolue, c'est quoi l'ordre de mes valeurs. Et du coup, à chaque fois que tu ne respectes pas tes valeurs, inconsciemment, tu t'envoies un message, tu t'envoies un petit texto pour te dire mais en fait, je suis un peu une grosse... mais c'est ça en fait, ouais. Parce qu'à chaque fois, même si tu ne conscientises pas, tu ne mets pas de mots, il y a un truc qui se passe en toi. Donc, pour travailler l'image de soi, c'est vraiment connaître ses valeurs, affirmer ses valeurs et être au clair avec ses valeurs. Pour l'amour de soi, se le dire, s'aimer sans cause, avoir un amour inconditionnel sur soi et se dire que je ne suis pas mes actions. C'est pas parce que j'ai fait ça dans le passé que c'est moi en fait.
Je ne suis pas mon passé, donc se pardonner son passé, se pardonner ses actions et s'aimer inconditionnellement. Alors, tu vas me dire ce que c'est facile à faire. Commencer, mettre l'intention, déjà c'est un premier pas. Et avec l'habitude, à force de, ça va devenir facile. Action, quoi, c'est ça. Action, ouais, il faut faire. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir à 18 ans? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à 18 ans pour gagner du temps J'aurais aimé faire mes formations. Qu'un type me propose les formations que je propose et faire ça à 18 ans. Même avant. Ouais. J'aurais aimé connaître, vivre les expériences que je fais vivre pendant mes formations, mieux me connaître, savoir tout ce que je sais aujourd'hui en fait. Ouais. Ah ouais, j'aurais gagné du temps. Ah ouais, j'aurais gagné du temps. C'est une sorte mais bon, mais c'était sympa le chemin quand même, pour en venir jusque-là. Mais je pense qu'il y a tellement de choses encore à explorer que si j'aurais gagné ce temps-là, ça serait bien, tu vois. C'est une sorte de revanche sur toi-même, du coup, ce que tu as fait, les formations? Bah en fait, les formations, je les ai construites pour moi il y a 7 ans. Ouais. Clairement. C'est moi il y a 7 ans, quand j'étais dans la Matrice. Je sais pas si vous avez vu le film Matrice et j'étais branché. Bah, j'aurais aimé avoir ces formations-là. Tout ce savoir-là, en fait, tout ce savoir-là, c'est tout ce que j'ai accumulé en 7 ans, 7-8 ans, que je synthétise. Je fais vivre les expériences justes pour réveiller les consciences, pour que les personnes prennent conscience de leur puissance intérieure, que tout se passe en fait en eux-mêmes et que tout est possible en fait. En vrai, tout est possible. C'est une question de choix. On a un buffet à volonté là, qui est la vie, qui est le monde, et il n'y a plus qu'à servir. Et on n'en a pas conscience. Et pour en avoir conscience, il faut passer par des expériences. Alors tu peux attendre que la vie te mette des claques, ou avec les années, l'expérience, ou ne jamais t'en rendre compte, ou tu peux vivre les bonnes expériences, te former, suivre mon programme et level up. Souvent la vie est généreuse niveau claque en plus. Souvent ça met des bonnes buffs pour te faire réagir. Ah, la vie, Et ça, tu vois pas quoi. Ah, la vie, c'est le meilleur des professeurs. Hein. Et en plus, si tu comprends pas le message, il y a la deuxième vague qui arrive, tu vois. Cherche pas, hein. Tu peux voyager, tu peux partir à l'étranger, tu dis ouais c'est bon, c'est à ce moment-là que ça ira mieux. La vie a trop mis des baffes. Tu peux dire ouais quand je serai marié ça ira mieux, quand j'aurai 2 enfants ça ira mieux, quand j'aurai 7 entreprises ça ira mieux. Si t'as pas compris la leçon que la vie souhaite t'apprendre, eh ben reviens à trouver une claque encore plus grosse. Mais c'est parce qu'elle a pas le choix. Parce que le travail de la vie c'est aussi de nous faire grandir. C'est beau. Pour en venir au thème du podcast, ça s'appelle la vraie liberté. C'est quoi la vraie liberté pour toi du coup? Ça a l'air de te parler ça, la liberté. C'est quoi pour toi? La vraie liberté, yes. Bah déjà c'est de prendre conscience que tout est possible, c'est qu'une question de choix et de croyance. C'est de connaître le fonctionnement du modèle, comment ça se passe, comment je fais pour avancer dans la vie, comment je fais pour utiliser les règles du monde, de l'univers, comment je fais pour retravailler mes croyances, choisir ce que j'ai envie de croire, me reprogrammer, comment je fais pour augmenter mon nombre de choix. Ça passe aussi par le côté financier, comment je fais pour augmenter mon revenu financier, parce qu'aujourd'hui dans le monde actuel, pour augmenter son nombre de choix, malheureusement ça passe par l'argent, ou heureusement, et qu'il y a des stratégies, il y a des outils, il y a des manières de. Donc c'est tout ce travail-là. Et une fois que tu as compris que tout est possible, que tout est en toi, qu'il suffit juste de suivre les bons process, de vivre la bonne expérience, bah, tu es libre parce qu'à tout moment, tu peux choisir de changer tes croyances, tu peux choisir de changer ton mindset, de rediriger ton navire et d'avancer. Parce que le monde, l'univers a ses règles, il a ses fonctionnements et on les utilise. Mais sauf qu'on ne connaît pas les règles. Et moi, l'exemple que j'aime bien te donner, c'est comme si je te donnais un jeu vidéo avec 1000 boutons, tu vois, très technique, très puissant, et je te donne pas les règles. Et je dis débrouille-toi. Je te donne pas la finalité, je te dis pas, et toi tu sais pas, tu appuies sur ce bouton-là, tu vois que ça te fait mal, après tu appuies sur ce bouton-là, tu dis ouais, je suis mort. Et tu sais pas les règles en fait, tu vois. Et tu vas mettre un temps fou à comprendre les règles. Et en fait, si on te donne le mode d'emploi, c'est plus simple. Là, tu dis ah, je vais aller là-bas, ok, bah c'est bon. J'appuie sur ce bouton-là, je monte ici, tu vois. C'est plus facile. Voilà l'idée. Et le mode d'emploi dans les livres, dans les formations, tout ça, c'est ça. Ouais, faut apprendre dans les livres, faut se former. Apprendre à apprendre, c'est ça. Apprendre, continuer, savoir apprendre à apprendre. Pour moi, les 3 leviers pour apprendre à apprendre, c'est la lecture rapide. Le mind mapping, pour moi, c'est le deuxième levier. C'est un outil de pensée visuelle qui permet de mettre son état d'esprit sur un papier et de s'organiser, qui est ultra puissant. Et les techniques de mémorisation. Et apprendre continuellement, toute sa vie. On peut dire c'est quoi la lecture rapide pour ceux qui savent pas c'est quoi?
La lecture rapide, en fait, c'est tout simplement c'est lire un livre de 200 pages en 1 heure. Et de sortir l'essentiel du bouquin, gagner du temps, en fait. Parce que dans les bouquins, il y a des trésors. Il y a des trésors dans les bouquins. Il y a des personnes, ils ont travaillé 30 ans de leur vie pour pondre une thèse qui va te faire gagner 10 ans ou 30 ans en 2 heures, si tu lis en 2 heures. Et donc, en fait, c'est plein d'outils, c'est plein de stratégies que tu mets en place. Tu développes ton regard, ta capacité à capter l'information rapidement, ta capacité à synthétiser, à mémoriser rapidement. Et ça te permet de lire un livre de 200 pages en 1 heure. Avec un taux de compréhension de combien? Avec un taux de compréhension de 80%, 80-90% en fonction du lecteur. C'est un outil très puissant pour l'avoir essayé, du coup. En plus, toi, t'es classé, j'ai vu ça. Ouais, je suis classé. Ouais. J'ai participé au championnat l'année dernière, j'ai fait championnat d'Afrique, j'ai fait championnat de France et championnat du monde de lecture rapide. Et donc, ouais, c'est un challenge, c'est sympa. Ça m'a permis d'augmenter mon niveau en lecture rapide. Après, je suis pas dans les plus rapides, mais je me débrouille. Comparé à la foule, c'est carrément. Ouais, par rapport au commun des mortels, ça va, tu vois. Mais franchement, je suis pas dans les plus rapides. Je suis autour de 600 mots minute. Les plus rapides, ils sont à 1000, 1200, tu vois. Donc, j'ai encore de la marge. Hein. Quand même, 600 mots minute, c'est pas Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand le commun des mortels est autour de 150, 200, c'est pas mal. J'aime bien demander c'est quoi tes 3 clés pour réussir, mais là, je vais te demander c'est quoi tes 3 clés pour ne pas réussir. Alors, les 3 clés pour ne pas réussir, déjà, c'est vouloir plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de personnes comme ça, ils veulent trop plaire à tout le monde. Hein? Il y a trop de monde comme ça qui veulent trop plaire à tout le monde en mode ouais, je demande sa validation avant, tu vois. Voilà. Donc, pour pas réussir, de vouloir plaire à tout le monde, ne pas savoir dire non. Et franchement, moi, j'avais ce mal en moi. J'étais contaminé par ce mal et ça te fait perdre du temps de fou. C'est faire plaisir, quoi, en fait. C'est ça. Ouais. Et puis, rester dans sa zone de confort. Les 3, voilà, si tu fais ça, t'es sûr c'est mort. Là, t'es un hamster dans ta roue. Et en plus, le pire, c'est que tu gères les problèmes des autres dans ta roue. Ouais. Du coup, oser dire non, quoi. Oser dire non. Ouais. Assumer de déplaire. Dire non. Être soi, être vrai et dire non quand on veut pas. Ça augmente en plus la puissance du non. Et puis ouais, sortir de sa zone de confort, tester des nouvelles choses. Une phrase que j'aime bien, c'est quand est-ce que j'aime bien m'appliquer, c'est quand la dernière fois que j'ai fait une chose pour la première fois. Et là, tu sais que tu sors de ta zone de confort. Alors la réponse, c'est quoi, Bakary? C'est quand la dernière fois que j'ai fait une la chose. Attends, que je suis en train de réfléchir parce que là, c'est pas bon parce que ça commence à dater. Je suis en train de réfléchir à c'est quand la dernière fois que j'ai fait un truc de nouveau. Attends, je sais qu'il y a un truc récent. Le plus récent que je puisse trouver, c'est quoi? Tac, que je réfléchisse. C'est pas bon signe, ça. Hein. Je suis en train de chercher un truc récent quand même, tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait de ouf? Alors, j'ai fait une émission de radio, mais ça date un peu. C'était il y a un mois. C'était la première fois. Je pense que j'ai fait des trucs avant ça. Bon, après, c'était pas un vrai truc, mais j'ai simulé une émission de télé. C'était un jeu, dans un vrai studio et tout. Hein. Ouais. Donc on a créé le matin même, ça c'était il y a pas longtemps aussi, on a créé le matin même l'émission de télé, etc. Et on a filmé avec toute une équipe et tout. C'est dans le cadre d'un entraînement et puis dans une association, d'un entraînement pour l'équipe, dans une école d'audiovisuel. Mais je pense que je peux trouver encore plus récent. Qu'est-ce que j'ai fait de récent? Tac. Je suis en parachute là, tranquille, non? Le saut en parachute, ça date un peu. Vraiment, ça date, ouais, c'était en mois de juin. Là, je vais faire un saut. Je vais faire un saut à l'élastique avec. Parce qu'en fait, moi, j'ai un groupe privé qui est réservé uniquement à ceux qui ont participé à mes formations parce que on a vécu un truc, on a un lien particulier, donc c'est entre nous, on s'appelle les méta. Et donc le mois prochain, on va faire un saut à l'élastique. Donc ça va être la première fois, je pense, pour beaucoup d'entre nous. Donc ça va être sympa. Voilà. Bon là, ça m'échappe. J'ai pas de truc plus récent. Tu l'auras avant la fin. Ouais. Mais bon, si ça me vient au cours de l'interview, quand il reste du temps, je vous dirai.
Mais ça peut être un truc tout simple. Hein. Ça peut être, je sais pas, faire un live Facebook. Ça peut être ça. Faire un webinaire. Mais je sais qu'il y a un truc que j'ai fait il y a pas longtemps, mais je vois plus c'est quoi. Mais j'ai un truc Il est sur le bout de la langue, ouais. Mais bon, c'est pas grave, ça m'échappe. Je connais déjà la réponse, mais est-ce que tu crois au hasard? Non. Je ne crois pas au hasard. C'est-à-dire? Je ne crois pas à la chance, je ne crois pas au hasard. Le hasard, la chance, c'est le mot qu'on donne à nos ignorances. C'est quoi le hasard en fait? Ça veut dire quoi le hasard? Parce que pour moi, ça m'échappe là. Ça veut dire quoi? Tu peux pas l'expliquer, donc c'est le hasard. C'est un coup de chance. Ouais, c'est ça, ça arrive comme ça, quoi. On sait pas pourquoi, tu vois. Ouais, ça arrive comme ça, il n'y a pas de sens derrière. Moi, je crois que tout a un sens. La moindre petite chose, le moindre petit signe, le moindre petit oiseau qui, comme par hasard, il fait un truc qui est porteur de sens pour toi, pour moi, c'est pas un hasard. Et je vis des synchronicités tous les jours. Des messages, des trucs qui ont sens pour moi. Une synchronicité, c'est tu vis une situation qui a l'air d'un hasard et qui a un sens pour toi. Par exemple, je me pose la question, est-ce que je vais aller au concert d'un tel et j'ai ma soeur qui me parle d'un tel. Et le lendemain, je vois une affiche par terre, c'est pas son nom, mais il y a presque son nom, mec. Tu vois, non mais, ok, c'est le hasard si tu veux, c'est le hasard. Moi, je crois pas au hasard. Tu vois. Et ça, tu as plein de cas comme ça. Et je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Tu penses à ta mère, comme par hasard, elle t'appelle. Tu te sens pas bien, tu as un doute. Et tu te rends compte que ta fille, elle a un problème. Tu vois. Ouais, c'est le hasard. C'est un coup de chance. C'est la chance. Mais nous, on s'est rencontrés par hasard. Hein. Ouais, non, c'est vrai. C'est le hasard. Là, on est là ensemble. C'est le hasard. Du coup, pour illustrer cette notion de hasard, j'ai une liste de mots devant moi. J'ai 30 mots. Tu vas me dire un mot entre 1 et 30. Et à côté du nombre, il y a un mot. On va voir où est-ce que ça t'amène. Ok. Il faudra que tu parles du mot. Allez, 27. Ah, c'est la perfection. Ok. Ça te parle ou quoi? C'est peut-être un truc que je dois bosser. J'ai un petit côté perfectionniste. Je travaille là-dessus. Hein. Je pense qu'il faut tout. En fait, pour en revenir à la perfection, ma conviction la plus profonde, c'est que tout est parfait. Il faut juste avoir l'œil pour voir la perfection. Et heureusement, sur Terre, il y a toujours quelqu'un, une personne, qui a le regard pour chaque chose et voir la beauté de la chose et la perfection de la chose. Et par exemple, quand tu fais un truc et tu as l'impression que tu bugs ou que tu lances un truc, tu as l'impression que ça se passe mal, des fois, c'est ces petits trucs-là qui rendent la puissance. Et comme tu me disais tout à l'heure, quand tu as un coach qui bégaye, et ça peut inspirer des personnes en se disant « Ah ouais, si tu bégayes, c'est qu'en fait, c'est pas grave, en fait. » Et en fait, dans ce sens-là, c'est parfait, en fait. Et même si on peut dire que le monde pourrait aller mieux, etc., en fait, il est perfection. Ça reste une comment dire? C'est toi qui vois ça comme ça, quoi. C'est perfection. On a choisi tous ensemble. Tu choisis de le voir comme ça. On a choisi tous ensemble que le monde soit comme ça. Et il est parfait comme ça pour qu'on puisse tous grandir ensemble. Et le jour où on sera à un autre stade, il sera différent, mais parfait à nouveau. Tu vois. Après, il faut avoir l'œil pour voir ça. Donc, relax, passe à l'action, tranquille. Voilà, c'est ça. On relax, pas de pression. C'est ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bakary, du coup? Alors, on peut me retrouver sur bakary.fr. Donc, c'est simple, bakari.fr. C'est mon site internet. Vous pouvez me voir mes formations, je me présente, mon parcours. Vous avez le lien vers tous mes réseaux sociaux parce que je suis présent sur Facebook, Instagram. Je commence sur YouTube et sur Snapchat. Je commence. Il n'y a pas beaucoup de contenu là-dessus, mais je commence à être présent aussi là-dessus. Je donne du contenu régulièrement. Je fais des lives, je fais des stories, je partage des sagesses. Sympa, je m'éclate. Tu fais des formations en physique aussi? Je fais des formations physiques. Donc, je fais 5 formations sur le thème de la connaissance de soi. Donc il y en a une, c'est connaissance de soi, on fait le tour de soi-même. C'est un vrai voyage initiatique à l'intérieur de soi-même. J'ai une formation sur l'énéagramme. D'ailleurs, la prochaine a lieu le 26 octobre prochain. C'est un outil de profilage ultra puissant d'élévation de l'être. J'ai une formation sur la méditation, la visualisation. L'idée, c'est de s'initier à ça parce que c'est la base et on croit que tu restes assis, tu fais rien, mais c'est bien plus profond et puissant que ça. J'ai une formation sur les croyances, la gestion des croyances et des émotions. Parce que tu changes tes croyances, tu changes ton monde. Et savoir gérer ses émotions, c'est savoir avancer dans la vie avec force et confiance. Et la dernière, c'est sur le champ quantique. C'est toutes les lois de l'univers.
Parce que connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers. En étudiant l'univers, tu te connais toi et puis comprendre les règles du monde, c'est bien pour avancer. Tout un programme, quoi. C'est tout un programme complet. Et avec ça, vous pouvez gravir toutes les montagnes du monde. Ah ouais, si t'as ça, c'est juste une question de temps après. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup? Me sauter à moi? Ouais. La paix. La paix. Ouais, la paix et le kiff. Ouais. Je souhaite la paix et le kiff, alors. Tiens, un dernier mot pour clôturer ce podcast. La parole est à toi. Un dernier mot, Ouais. écoute, moi je te remercie de m'avoir invité. J'aime bien ces genres d'initiatives, de mettre en avant des parcours atypiques, des personnes qui passent à l'action, qui décident de faire le contre-pied de ce qui est la norme, de ce qui est normal. Et de montrer en fait que en se lançant, en acceptant d'être dans cette zone d'inconfort, dans cette zone où on maîtrise pas tout, et on a l'impression de se mettre en danger, mais en vérité on se met pas en danger. Hein. Si on sait comment ça se passe la vie, en fait on se met jamais en danger. Mais bon, ça faut venir aux formations pour comprendre ça. Mais en gros, ouais, c'est bien de mettre en avant ces gens-là parce qu'en général c'est là où se passe la magie. Et puis si ça peut inspirer un maximum de personnes à prendre des risques, à croire en leurs rêves, à tenter des choses, à ne pas lâcher, parce que c'est une question de temps après, et c'est pour le bien et c'est pour le bon. Donc j'adore ça et j'apprécie ça, c'est pour ça que j'ai accepté de faire cette interview. Donc merci à toi pour m'avoir invité et je te souhaite plein de succès dans ce que tu fais, dans ce que tu entreprends. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Retrouvez le podcast La Vraie Liberté sur lavrailiberté.fr et sur vos plateformes de podcast préférées.